légendes du Cotentin. La demoiselle de Tonneville. Une terre chargée d'histoires fascinantes où la mer et les landes abritent des mystères qui traversent les âges. Contes et légendes du Cotentin. On ne sait au juste à quelle époque vécut la demoiselle de Tonneville. La plus célèbre des dames blanches de la Hague qui hante les Landes au crépuscule. La blanche normande fut immortalisée par Barbé d'Aurevilly dans son Chevalier des Touches, et il est fort probable que notre demoiselle de Tonneville ait été une grande-tante de Barbe de Percy et de son frère l'abbé, chapelain de Madame Laetitia et mère de Napoléon. La plupart des biographes ne font pas remonter son existence plus haut que le XVIIe siècle et lui prêtent le prénom de Blanche, couleur des apparitions. Du manoir où elle a vécu, il ne reste aucun vestige. C'est une construction modeste, enfouie dans un massif d'arbres, en bordure de la route entre Cherbourg et Beaumont. Elle se distingue à peine par d'autres habitations des propriétaires aisés du Cotentin. En contrebas de la grande route se trouve une étendue d'eau marécageuse, aujourd'hui recouverte de broussailles. De grands arbres estompaient sa surface de teintes si sombres qu'on se prend à rêver de quelques effrayants mystères cachés comme un limon impur au fond des eaux troubles dans la nuit. La lune faisait des taches blanches dans la clairière et la surface de l'étang se confondait avec la couleur de l'herbe. La lande, elle, n'a guère changé d'aspect depuis des siècles. Le soir, sous les derniers feux du jour, cet espace immense que prolonge encore la mer, sa solitude et son silence impressionnent comme la nef d'une cathédrale. C'est franchement un endroit sinistre, c'est une vilaine impression. Il semble que partout, des yeux nous regardent. Le voyageur attardé, enveloppé dans la nuit, est pris d'une sorte de vertige. Il perd le sens de l'orientation et s'égare. Épuisé, se retrouve toujours au même point et finit par se convaincre qu'un être malicieux s'amuse à lui jouer un tour. C'est dans ce domaine que naquit Blanche. C'est la fille d'un personnage haut placé dans la magistrature. La nature l'avait dotée de toutes les perfections, de la grâce et de la beauté. Elle reçut de son père une éducation soignée. Blanche ne se contente pas d'être belle, elle voulut être savante. C'est ce qu'il a perdu. Prêtre qui danse, poule qui chante, fille qui sait le latin, font mauvaise fin. Un trésor ineffable de charme extérieur. Un esprit supérieur, caché. En effet, une âme vindicative et cruelle. Quand elle était petite, elle n'avait ni compagne ni jouet. Son seul plaisir était de commander tout le monde. Ce désir de domination ne fit qu'augmenter avec l'âge. Elle voulait rester unique en toutes choses. Elle s'habillait de façon bizarre et menait une vie pleine d'extravagance, montée sur un cheval fougueux, traversant des villages, en coups de vent, faisant fuir les volailles et les enfants. Enfermée dans sa chambre, Blanche lisait sans cesse. Ce fut dans les ouvrages de son oncle qu'elle étudia la magie et l'astrologie, des sciences antiques occultes qui initient au mystère de la nature et aux événements de l'avenir. Elle se mit en communication avec toutes les puissances obscures, par la force des prestiges et par la rapidité de ses enchantements. Ton appétit de connaissance, ma fille, te conduira à vouloir changer la nature, mais qui veut changer la nature et damné. Blanche s'occupait à calculer et dresser des éphémérides et des jours fortunés et infortunés pour tout un chacun qui venait la consulter. Elle entretenait des rapports avec le diable, en échange de son âme. Il lui avait fait présent d'un esprit familier, d'un goublin qu'elle avait logé dans une fontaine derrière son manoir. Ce trou du goublin, qui aurait été bouché il y a peu d'années, fut montré pendant longtemps aux petits-enfants qui n'étaient pas sages. « Si tu n'obéis pas, disaient les mamans, j'irai te jeter dans le trou du goublin, d'où personne n'est jamais remonté. » Un vieux tableau au mur attirait particulièrement l'attention. C'était le portrait d'un juge. L'homme s'y trouvait revêtu de pourpre et d'hermine. Ses yeux avaient une expression menaçante. Il s'agissait d'un membre de la famille de Blanche. Elle savait que c'était l'un de ses ancêtres, un juge impitoyable et redouté. Ses sentences implacables avaient envoyé à la mort de nombreuses victimes. Et l'une d'entre elles, sur l'échafaud, l'aurait maudit. Blanche admirait cet homme dont elle était issue, et qui avait fait trembler par sa puissance. Elle le contemplait souvent. Le regard du juge qui la fascinait ne la quittait pas un instant et elle ne pouvait en détourner son regard.
Ce soir-là, la tempête se transforma en orage. Au hurlement du vent se mêla bientôt le grondement du tonnerre. La pluie se mit à tomber en trombe. Des éclairs écrivaient en lettres de feu sur les vitres, contre lesquelles s'écrasaient comme des grêlons les larges gouttes crépitantes. Le feu s'était assoupi. Le silence devient oppressant. Blanche détourna un regard vers le portrait du juge et resta médusée. Le juge avait disparu. D'un bond, Blanche se dressa et d'instinct se retourna vers le fond de la pièce. Elle faillit jeter un cri de stupeur. Assis là, en robe de pourpre près d'Hermine, se tenait l'homme qu'elle cherchait. Blanche de Percy était debout, ne bougeait plus, ne respirait plus. Le juge la fixait d'un regard farouche. Il déroula le parchemin qu'il tenait dans sa main. Elle le saisit et le lut. « Acceptes-tu ces conditions ?» demanda le juge. « Je les accepte », répondit-elle sans hésiter. « Prends cette épingle et perce ta chair à l'endroit du cœur et signe ce contrat avec ton sang. » Blanche de Percy obéit. Un pacte terrible fut conclu. « Je savais bien que tu étais de mon sang. À présent, rien ne sera capable d'arrêter ta puissance. Tes sortilèges étonneront l'univers. » Le juge disparut dans les ténèbres. Le vacarme de la tempête rebondit dans les pièces. L'orage redoublait de violence. Les éclairs et les tonnerres se succédèrent sans interruption. Blanche de Percy jubile, dotée désormais d'une force surhumaine. Une joie enivrante et féroce s'empare d'elle. Un soir de printemps, 2 marchands qui revenaient de Cherbourg en carriole, du marché de Beaumont, firent un arrêt au bord de la route. Un jeune cavalier monté sur un cheval, les bras croisés sur la poitrine, il paraissait considérer un point d'horizon, un œil étonné et ravi. Le soleil se couchait à peine. « Quel est donc ce magnifique château que j'aperçois là-bas ?»« Un beau château !» s'exclama l'un d'entre eux. « Et qui l'habite ?»« Une vieille fille, méchante et rapace. » Envahi par une curiosité, le jeune homme lâcha les rênes de sa monture et se dirigea vers le château. Sur la façade se trouvaient peints des devises gracieuses. Un massif de fleurs dans la cour. Il traversa les salles, des galeries et des chambres sans nombre, où régnait un silence que l'on aurait entendu le frôlement d'une écharpe ou l'écho d'un soupir. Des lustres étincelants pendus au plafond, dans un fauteuil, sculpté, là, devant la fenêtre, à demi couchée, une femme de rêve, d'une ravissante beauté, était là. Son visage blanc mat était d'un ovale parfait, son nez droit, monté 2 narines. « Beau cavalier, je bénis le heureux hasard qui vous conduit en ces lieux. Je suis seul, vous le voyez. Je suis prêt en retour du sacrifice que je vous demande à vous offrir ce palais et mon cœur. » 8 jours plus tard, au lever d'une belle matinée de printemps, les 2 marchands de Cherbourg repassèrent devant le manoir de Tonneville en se rendant au marché de Beaumont. Un brouillard traversait l'étang de Percy. Une masse inerte, à demi immergée, au milieu des roseaux, flottait. Les 2 hommes s'emparèrent d'une perche. C'était un cadavre, dans lequel ils reconnurent avec surprise le cavalier, dans sa main une feuille de papier sur laquelle se lisaient les mots suivants. « Ce beau mortel que je séduis, ensevelissait dans la nuit, ce front couvert dans mes caresses. » Les 2 hommes abandonnèrent le cadavre sur la berge et prirent la fuite, comme si le diable eût brûlé leur basque. Les années passèrent. Mademoiselle de Tonneville, c'est comme ça qu'on l'appelait maintenant, tomba malade. Le curé de Tonneville vint pour la préparer à la mort, mais elle refusa les derniers sacrements. « Jamais !» s'écria-t-elle. Et elle formula de nouveau le désir d'appartenir à Satan. Quand la cloche tinta son trépas, il eut une muette action de grâce, un prodige au moment de sa mort. Le curé décida de conduire malgré tout la défunte au cimetière. Mais mademoiselle de Tonneville ne devait jamais y reposer. Le corps devint si lourd qu'il fut impossible d'aller plus loin. Les efforts de 12 hommes vigoureux qui portèrent le cercueil furent impuissants à le soulever. On y attela 6 chevaux. Le cercueil ne bougea plus. « Qu'il en soit ainsi !» s'écria le curé, ému de ce prodige. On prit donc le parti de sceller la pierre, qui formait le seuil du pressoir, à l'endroit précis où l'on avait dû s'arrêter. Et on creusa une fosse suffisamment profonde pour que puisse descendre le cercueil. On replaça la dalle sous laquelle on pensait que l'orgueilleuse demoiselle reposerait en paix pour l'éternité. Le soir même, maître Hamelin, le fermier du manoir de Tonneville, à la nuit tombée, vit sortir tout à coup une belle demoiselle dont les yeux brillaient comme ceux d'un chat par une nuit de gelée, portant des vêtements blancs. Elle lui barra la route. « Est-ce vous, mademoiselle Blanche ?»
Bien sûr que c'est moi. Je voulais que tu saches maintenant. Toute la lande m'appartient. » Et la demoiselle, légère comme un papillon, s'envola, riant dans l'obscurité. C'est ainsi que le vœu de mademoiselle de Tonneville se trouva exaucé, et qu'il fut désormais impossible de se hasarder seul sur le domaine de la morte. Toutes les landes de la Hague n'ont-elles pas leur dame blanche ? Il paraît même que l'on appelle la lande à la dame. En 1949, au cours de travaux dans l'enceinte du vieux manoir, on a mis à jour sous les fondations d'un ancien commun un cercueil contenant des ossements humains. Ce cercueil était recouvert d'une lourde plaque de plomb, sur laquelle on distinguait encore la trace de clous ayant servi à fixer une feuille de métal. Dernier sortilège de la demoiselle de Tonneville désireuse de cacher à jamais son visage, car c'est bien elle qui fut pourtant exhumée ce jour-là. Par quel hasard ce cercueil aurait-il été découvert précisément sous le seuil du pressoir, à l'endroit même où, selon la tradition vieille de 2 ou 3 siècles, aurait été déposé le corps de Blanche Percy ? La légende est parfois plus vraie que l'histoire. Il est important de respecter la nature et ses mystères qui nous entourent. Peut-être, un jour, en parcourant les landes du Cotentin, vous apercevrez des mystères qui traversent les âges. Contes et légendes du Cotentin. Ouvrez l'œil, car les légendes ne sont jamais loin. Contes et légendes du Cotentin. Produit par Podcast Média Production, Pour Cotentin unique par nature. d'après le livre de Claude Pitois.